suis Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Haute École Fribourgeoise de Travail Social, qui fête cette année son 40e anniversaire. Nous avons organisé toute une série de manifestations pour célébrer cette occasion. Parmi ces manifestations, des conférences, dont celle à laquelle vous allez assister. Si nous sommes ici à Neuchâtel, c'est que la Haute École Fribourgeoise de Travail Social accueille pas mal d'étudiants qui viennent du canton de Neuchâtel. Quand on cherche à faire une formation en travail social, deux choix s'ouvrent quand on habite dans ce canton, Lausanne ou Fribourg. Pas mal d'étudiants viennent chez nous pour étudier. C'est un enrichissement des points de vue différents, des formations de base, quand bien même sont passées par les mêmes types de filières, des visions du monde un petit peu différentes qui sont fondées par des cantons d'origine différents et donc de cultures différentes. Ce soir, la conférence et la discussion qui va suivre porte sur un couple, ou sur des couples qu'on peut considérer comme problématiques, social et entreprise, assistance sociale répondant en ressources humaines. Les représentations spontanées, qui se font des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'entreprise comme du côté du social, se font souvent, je ne vais pas dire volontiers parce que ça marquerait une intentionnalité, mais se font souvent sur des aspects caricaturaux. L'assistance sociale s'occupe de ceux que le répondant en ressources humaines a éliminés. Et une espèce de point de vue irréconciliable entre deux univers qui pourtant coexistent dans une même société et entre lesquels il existe certainement des ponts. Il y a aussi une ligne qui dit que finalement le terme même de ressources humaines est incompatible avec une approche sociale de la société, parce que l'humain ne saurait être une ressource. L'intérêt de cette conférence ce soir, c'est que nous allons rompre avec ce sens commun, avec ces prénotions, avec ces pensées toutes faites, et puis essayer de penser différemment cette relation. La rupture avec le sens commun, c'est ce qu'on m'a seriné pendant ma première année d'études, il y a tellement longtemps que je ne dirais pas quand c'est, mais ça faisait partie finalement de l'équipement qu'on souhaitait nous faire acquérir dans la formation qu'on nous donnait jadis à l'Université de Lausanne. La conférence va être donnée par le professeur Guénès, qui est professeur à la Haute de Gestion ARC, chercheur à l'Institut Management et des Systèmes d'Information, et d'autres nombreuses et diverses qualifications que je n'ai pas vous énumérer ici. Vous trouverez tout ça sur le site internet de la Haute École de Gestion. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde parce que je crois qu'il est nécessaire, à côté d'un discours conceptuel que va nous apporter d'avoir aussi une prise directe avec l'expérience propre, avec ce qui se passe sur le terrain, dans les entreprises. Comment est-ce que ça marche finalement? Parce qu'il y a des entreprises qui ont un assistant social maison, qui travaille avec les ressources humaines, et je dirais que cette double approche que nous avons là ce soir, pour moi, elle incarne la tension qui doit exister dans les HES. C'est exactement ce qu'on nous demande. Une approche d'ordre scientifique, théorique, et puis le lien entre cette approche et la pratique réelle, celle à laquelle les étudiants que nous formons seront confrontés un jour lorsqu'ils trouveront leur place de travail. Je ne vais pas être plus long, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là. Je vais passer la parole au professeur Guénès, et puis ensuite la table ronde avec Madame Corti, Madame Ruchti sera animée par Madame Denzer, pardon. Je dis pas très bien. Voilà, merci. Appréciez cette conférence. Bonne partie. Mesdames, Messieurs, je vais commencer donc, je lis et j'aime bien lire si ça ne vous gêne pas. Je tiens à remercier pour son invitation mon collègue Christophe Pittet et à travers lui son institution. C'est un plaisir d'avoir pu répondre à une invitation sur un sujet négocié qui renvoie à une préoccupation constante de mes collègues et de moi-même engagés à la Haute École de Gestion ARC, à rendre compte de la question des RH dans une perspective qui soit la plus concrète possible, la moins normative donc. Nous avons retenu l'intitulé l'assistance sociale partenaire des RH, trajectoire et identité professionnelle, parce que ce thème correspond à nos préoccupations théoriques et pratiques, ici en tout cas, notamment à travers la question du tiers, à propos de laquelle question nous avons travaillé depuis quelques années
et notamment à travers un colloque fait ici, même en 2011, un colloque international. Avant de présenter dans ces grandes lignes le plan que je vais suivre, j'avoue que malgré mon certain âge, c'est la première fois que je suis invité, si j'ose dire, à la maison. Assez fort, Christophe. Ma présentation est construite en 5 points. Hors introduction et conclusion. D'abord, je vais tracer des contours de la gestion stratégique des RH dans sa version management ou esprit de géométrie. Et puis, je ferai un détour par la société anonyme, par opposition à l'entreprise, et tracerai à grands traits les théories qui respectivement les supportent. Je reviendrai ensuite sur les RH stratégiques, version esprit de finesse, à l'aune d'abord des sciences humaines et sociales. Alors se posera la question, quoi faire avec l'entreprise quand elle est, depuis si longtemps, dans un vide juridique? Enfin, avant de conclure, je présenterai notre réflexion sur l'enseignement des RH à la Haute École de Gestion ARC et sur les relations avec les partenaires experts ou tiers pour ouvrir au débat sur l'apport des assistants sociaux comme partenaires des RH. En somme, je vais reprendre une première thèse qui sera la suivante. La vision des RH comme partenaires stratégiques va de pair avec la représentation économique depuis les années 70, néolibérale sans sens, jusqu'au crash de 2008. Crash, mais ça résiste encore malheureusement. Donc ça va être les 2 premières parties. Puis une seconde thèse, l'entreprise moderne plongée dans un vide juridique s'est vue vidée de sa capacité doctrinale, ce qui a permis à la société anonyme d'affirmer des représentations fautives en droit. J'aimerais bien qu'on en parle quand même. Je respecterai donc le temps qui m'a été imparti, ou en tout cas j'essaierai de le faire. Donc premier point, gestion stratégique, discours et réalité, incantation. Depuis les années 80, à l'aune du passage des RH relations humaines aux RH ressources humaines supportées par la notion de compétence, le caractère stratégique des ressources humaines vu comme un capital social s'est installé de façon massive. Le caractère incantatoire est manifeste. On n'arrête pas en effet d'appeler depuis 30 ans à des RH toujours plus stratégiques. Et l'on sait que lorsqu'un mot pointe à l'horizon du management, il est davantage le signe d'une crise que l'annonce d'une solution. Stratégique étymologiquement, donc guerre, meneur. En gestion, on parlera plutôt de planification. Stratégique s'entend, parce que si on n'est pas stratégique en gestion, on passe un peu pour un paumé, qui désigne l'anticipation des faits et d'actions qu'une double hypothèse supporte, d'une part stabilité de l'environnement et d'autre part rationalité de l'acte de planification. L'objet de la stratégie, nous rappelle des auteurs en management, renvoie à l'analyse des interrelations entre l'entreprise et son environnement et à la stratégie au plan visant à maîtriser ces interactions. Édiction des principes, mise en œuvre et évaluation sont les maîtres mots. Ainsi, la gestion stratégique des RH contient 2 processus, l'adaptation à un contexte et la déclinaison interne de la stratégie d'entreprise en politique de gestion. La représentation de la stratégie en GRH se construit sur une division du travail bien ancrée et sur le modèle de la cascade, définition par la haute direction, puis traduction par les opérationnels et mise en œuvre par les fonctionnaires. On est bien loin ici des versions nuancées, proposées au milieu des années 80 par Mintzberg et Walton en stratégie, où ces auteurs expliquaient que la stratégie réalité était un mix de stratégie délibérée et de stratégie émergente. Bien loin aussi d'autres apports, je pense aussi à Whittington qui propose une typologie selon la théorie en action, avec 4 approches classiques, évolutionnistes, processuelles, systémiques. Alors glissons, comme dirait Sartre, et venons-en sans tarder à un auteur qui a donné des RH stratégiques une représentation qui a nourri les responsables RH, Dave Ulrich, à travers son livre en 1997. Pour lui, le rôle de la GRH revient à créer de la valeur ajoutée. Pour ce faire, il distinguait 4 leviers: exécuter la stratégie, développer les infrastructures, s'assurer de la contribution des travailleurs et gérer le changement. D'où découlaient 4 rôles. Celui de partenaire stratégique,
celui d'expert administratif, celui d'agent du changement, celui de défenseur des travailleurs ou coach. Un truc un peu bizarre, mais il y a une petite confusion. Ce modèle, ou plutôt cette représentation, cette idéologie est sans conteste la plus connue en RH. 10 ans plus tard, il parlera de HR leader, parce que quand ça devient un peu plus grave, il faut sortir les grands mots. Avec insistance sur la dimension relationnelle de la gestion stratégique des RH, et tous les trucs, marketing, etc., dont on nous rabat les oreilles. Notons pour commencer une contradiction, et puis un oubli. Une contradiction. Le business partner, comme premier rôle revendiqué, et le plus important, a entraîné bien des externalisations. Quid de la valeur ajoutée? Quant à la question de la valeur apportée par les travailleurs, étrangement, elle est absente des réflexions. Pointons enfin 4 limites. D'une part, l'hypothèse de rationalité absolue, quid dans un contexte incertain. L'alignement d'une politique de GRH sur la stratégie de l'entreprise, ce qui suppose que celle-ci soit précisément et formellement arrêtée, ce qui n'est pas fréquent. Il s'agit aussi d'un modèle normatif en ce qui n'est pas étayé empiriquement. On a remarqué que ce modèle, etc., n'a pas évolué dans sa distribution de rôles depuis les propositions de Dave Ulrich jusqu'à ces dernières années. Et enfin, quid des acteurs du cadre institutionnel qui apparemment n'existe pas dans cette version. On y reviendra peut-être dans 2 points. Donc voilà pour ce qui est des RH stratégiques. Maintenant, la société anonyme contre l'entreprise. On va appeler, ce qu'un collègue en tout cas a appelé la grande distorsion. La grande déformation, si vous voulez. Dans un petit livre paru cette année intitulé « Refonder l'entreprise », 2 auteurs d'un centre de gestion auquel je suis associé en tant qu'enseignant-chercheur, Blanche Segrestin et Armand Actuel, du centre de gestion de l'École des Mines de Paris, défendent l'idée que l'on n'a pas tiré toutes les implications du moment taylorien signant au tournant des 19 et 20e siècles la naissance de l'entreprise moderne, et que la crise financière est sans doute le symptôme d'une crise beaucoup plus profonde, celle de l'entreprise et de sa gestion. Pour le dire simplement, ces auteurs avancent que l'on est revenu petit à petit, dès les années 50, mais surtout de manière massive dans les années 70, à la conception de l'entreprise vue comme un espace marchand où on loue son travail, avant le contrat de travail dans le fond, comme au XIXe siècle, où le travail s'achète et se vend, se loue. Alors que le moment taylorien a consisté en une volonté d'intégration face aux défis de l'innovation posés par le machinisme, mais prétendent nos collègues, il a manqué un droit de l'entreprise qui ne saurait être qu'une organisation marchande destinée à faire du profit, mais qui est dans sa version moderne du XXe siècle un collectif d'innovation comme projet de création collectif, comme potentiel d'innovation. C'est ça le fond chez des classiques du management. Rien à voir donc avec l'idée d'une société de capitaux qui ferait plutôt office d'espace désintégré. Et là, on a vu tous les dégâts sur le plan social. Dans ce vide juridique qu'accompagne une absence de doctrine sur l'entreprise, qui aurait fait le lit des théories de la corporate governance depuis les années 70, aurait fait le lit contre l'entreprise. Telle est la thèse de mes collègues, thèse que je reprends à mon compte. Rappelons en quoi consistent ces théories liées à la corporate governance qui sévissent depuis les années 70. Rappelons que des auteurs classiques en sciences de gestion, comme on dit aujourd'hui, Henri Fayol, l'ingénieur français, Frédéric Taylor, l'ingénieur américain, s'opposaient à la rémunération du capital autrement qu'au taux normal des obligations. Refusant donc d'aller au-delà, ils furent les défenseurs de l'entreprise vue comme un collectif d'innovation avec ses contraintes, son souci d'intégration, la naissance du contrat salarial et sa solidarité. Il n'était pas question de jeter des gens à la décharge publique du chômage en ce temps-là, mais il y avait d'autres contraintes, c'est vrai.
Or, rappellent nos deux contemporains, nos deux amis du centre de recherche de l'école des mines, fin des années 60, les réalissements économiques se font sentir et les priorités se mettent à changer. Fort d'un vide juridique sur l'entreprise, le déclin US en termes de productivité est connu, hausse du chômage, bref, les choses commencent à changer. Et c'est surtout dans les années 70 que tout se modifie. Un économiste libéral bien connu, nommé Milton Friedman, défend que la seule responsabilité d'une entreprise consiste à faire des profits. Tout un développement va s'en suivre au plan, ce qu'on va appeler le Law, Economics and Law, etc., généralement à Chicago, qui ne sont pas, franchement, on reste dans la représentation idiote du social contre l'économique, qui pose la société anonyme comme un nœud de contrat. Vous voyez le truc, on revient à l'avant 20e siècle sur la représentation de l'entreprise vue comme un espace marchand. Et notamment la fameuse branche dite de la théorie de l'agence ou théorie des mandats, principale visant à régler le principal et l'agent. En gros, toute une littérature prolifère comme une grande déformation, pour reprendre le terme d'un collègue, édictant que l'entreprise doit être contrôlée par les actionnaires les mieux placés pour surveiller les managers. Remarquez bien, vous pouvez lire ça tous les jours dans la presse. On est quand même les mieux placés pour gérer. Je ne parle pas de cas dans la région parce qu'on va me prêter un mauvais esprit. Les actionnaires sont réputés dans cette vision être les propriétaires de l'entreprise ou plutôt de la société anonyme. Les propriétaires délèguent aux dirigeants. Bref, à la manière d'une cascade. Voilà qui a fait le lit de cette RH stratégique un peu simpliste. Le dogme de la social added value est de créer de la valeur pour les actionnaires. On est loin ici de la vision d'entreprise comme un projet de progrès ou comme un collectif d'innovation. Plus encore, il y a là une faute juridique. Car les propriétaires ne sont propriétaires que de leur action. Pas de l'entreprise, pas de la société, mais de leur action. Mais non, ils se croient propriétaires de l'entreprise. Tout à fait logique dans ces cas-là de les placer. Donc j'ai essayé de mettre en parallèle ces deux choses-là comme une sorte d'idéologie malheureuse depuis les années 70. J'attaque mon troisième point, stratégique politiquement parlant, et non pas, esprit de géométrie, mais esprit de finesse pour reprendre mes plus lu. Le processus d'intégration de la GRH à la stratégie de l'entreprise relève d'un processus complexe et itératif, souvent réalisé par essai et erreur, compromis entre multiples acteurs. Les stratégies et plus généralement les choix de gestion sont imbriqués dans les échanges politiques ainsi que dans les réseaux sociaux, mais aussi par un contexte institutionnel qui fait que l'on ne gère pas les personnes de la même façon aux États-Unis qu'en Suisse, logiquement. En tout cas pas en Allemagne, qui impose un peu plus ses règles syndicales. Donc, la GRH, la gestion des ressources humaines, est un produit d'échanges et de transactions diverses. Alors, le directeur général, sauf dans votre cas, mais le directeur général ou le DRH, seul acteur, Crozier et Friedberg, deux sociologues, donc, ont bien expliqué que c'est en fonction de la perception qu'il a de la situation dans laquelle il se trouve qu'un acteur donné définit une stratégie en choisissant une manière d'agir pour laquelle il utilise le mieux les ressources dont il dispose en vue d'atteindre ses objectifs. Ainsi, dans le prolongement de March et Simon, deux grands auteurs de la théorie des organisations dans les années 50, ils envisagent l'organisation comme un système d'action analysé sous l'angle de la rationalité limitée des acteurs engagés dans des relations d'échange. Et pourquoi pas inclure également les acteurs externes. La gestion stratégique des RH ne peut dès lors que consister en orientation que tente de formuler la direction des ressources humaines. La mise en œuvre de ces orientations a besoin d'une régulation sociale. Je pense aux théories de Jean-Daniel Reynaud. La GRH devient éminemment politique.
au sens noble du terme. Ça négocie. La DRH produit ses propres normes et règles au sein des jeux politiques qui se déroulent entre acteurs internes et externes. Au-delà, elle doit composer avec un ensemble de normes et de règles plus larges, propres à un secteur d'activité, propres à un pays. L'importance du courant institutionnaliste est bien vivant. Les institutions établissent donc un ensemble de règles qui orientent la vie de l'entreprise. Pour une DRH, une direction des ressources humaines, décliner les objectifs stratégiques en action RH ou produire et transformer des règles en se positionnant dans un rapport de pouvoir et dans un contexte institutionnel particulier, voilà le travail. Alors toujours plus stratégique. Notons juste une petite contradiction interne quand même pour les faire taire. En insistant sur l'obligation de s'aligner sur les exigences de l'environnement et sur la stratégie générale, les turiféraires de la RH, vus comme stratégique esprit de géométrie, ne fait qu'accentuer le rôle de support pour la DRH, contraire à la promesse faite par les défenseurs du tout stratégique qui ne font rien de stratégique en fait. Mon quatrième point, que faire avant d'aborder ce que l'on fait réellement, en tout cas à partir de ce qu'on fait dans cette école. Là, je distinguerai trois voies pour sortir un peu deux grandes voies. La voie de la responsabilité, je ne vais pas en dire trop long là-dessus, mais dans le fond, il serait peut-être intéressant de reprendre toute cette théorie de la responsabilité à la manière traditionnelle, responsabilité de l'autre, responsabilité de l'action déployée, et plutôt moderne dans ces cas-là qu'ancienne, on va dire, et la responsabilité finalement postmoderne, réversible de l'autonomie, puisque nous vivons quand même dans une société où l'autonomie est un des maîtres mots et qui n'est pas nécessairement émancipatoire et qui recèle bien des contradictions. Les jeunes posent des problèmes au RH aujourd'hui et j'en suis fort aise. Ça oblige les RH, pas vous madame, parce que vous, ça fait longtemps que vous le faites, mais ça oblige bien les RH à réfléchir un peu. Donc il y a cette voie que je dirais sur la responsabilité que je mettrai dans l'approche anthropologique. En reprenant ces trois critères, je citais Jean-Pierre Boutinet notamment. Et puis il y a les voies juridiques. Et cette voie juridique, il faut la prendre au sérieux. On ne peut pas continuer à feindre qu'il existe un droit et à prétendre que des personnes sont assujetties à des porteurs d'action. Il faut arrêter le mensonge un moment. Il faut reconstruire l'entreprise, et là je reste dans la ligne de mes amis Blanche Segrestin et Armand Hattuel. Refonder l'entreprise par le droit, ou alors une autre façon, c'est de politiser encore plus l'entreprise. Un livre vient de sortir là, ce mois-ci qui s'appelle « Gouverner l'entreprise » d'Isabelle Ferreras, et elle défend dans le fond l'idée de deux chambres dans les entreprises. Un système bicaméral. Il faut commencer à poser ces questions-là de manière plus sérieuse qu'on l'a fait. Maintenant que le crash a eu lieu. Alors qu'est-ce qu'on fait nous en tout cas pour notre part en tant qu'acteur de base, je dirais. Pour nous, le responsable des ressources humaines, tel qu'on le conçoit en tant qu'ancien praticien, pour ce qui me concerne, qui concerne l'ancien que praticien pour ce qui concerne d'autres collègues, ou en tant qu'académique pur, entre guillemets. Ce que l'on essaie de faire, c'est que les modèles, on va se baser, je vais me baser sur les modèles pour enseigner les ressources humaines qui est typologisé dans un ouvrage devenu classique, modèle instrumental, modèle de l'arbitrage managérial
et modèle de la régulation des contradictions. Dans cette école, nos cours visent à donner des éléments donc ils sont engageables, réfléchis, donc qui puissent gérer les aider à la gestion des contradictions et des tensions dans les organisations aujourd'hui fréquentes, massives, constantes. Okay. Le modèle instrumental, je vous en ai dit quelques mots à travers la stratégie. Elle est présentée comme une expertise par laquelle des décisions rationnelles optimisent les comportements des personnes au sein des organisations. On préfère quelque chose d'un peu plus subtil que ça. Donc on a pris l'option de baser notre formation sur l'ensemble de ces modèles, mais en mettant l'accent sur les enjeux contingents, conscients et inconscients, contradictoires et ambivalents. D'une façon générale, placer l'idée que l'organisation est la chose la plus importante et qu'il faut analyser en première instance, au lieu de mettre la charge de la preuve sur les individus d'abord, ce qui est une impolitesse caractérisée. Voyons si l'organisation du travail n'entraîne pas un manque de performance chez les individus. Mais donc on essaie de sensibiliser au risque aujourd'hui de la psychologisation à outrance, de la médicalisation et ce qui s'en vient de la psychiatrisation. Il y a quand même des modèles de domination à travers les pharmaceutiques, etc., qui conduisent à ce qu'on ait intégré des modes de diagnostic irréfléchis. D'accord ? Donc s'atteler d'abord à l'organisation du travail est rendu nécessaire par les transformations organisationnelles qui sont depuis une trentaine d'années de plus en plus complexes. Il faut rendre compte de tous ces mouvements, etc. Aujourd'hui, il y a un mouvement assez drôle, entre parenthèses, c'est que je vois des choses qui ont été abandonnées par certaines entreprises où le principe de réalité a gagné, mais qui perdurent dans des activités, dans des organisations sociales ou de santé. Ça m'inquiète un peu. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Donc, en tout cas, le modèle instrumental, nous, ce qu'on voit depuis que l'on enseigne, moi, ça fait à peu près 15 ans maintenant que j'enseigne, peut-être un peu plus, ça fait 18 ans. Et ce que l'on voit, c'est que quand on enseigne le modèle instrumental, car on a tous fait des erreurs, nos étudiants reviennent après en disant ça ne marche pas. Donc on a arrêté, maintenant on a dit ok, on arrive en deuxième période de vie, c'est mon optimisme débordant, donc on ne peut plus faire ça. En termes de la négociation, tout se négocie dans les organisations, il faut arrêter le délire. L'approfondissement est complété, en tout cas par des options, en tout cas dans cette école. Je voudrais juste terminer là-dessus. Moi, je ne suis pas contre l'idée loin de là, si vous voulez, je vais essayer de typologiser, je ne suis pas contre. Parce que il y a une étude qui a été faite, peut-être l'étude la plus sérieuse de Jean Fonbonne, sur l'histoire de la fonction personnelle. Et cette étude, donc, d'un ancien directeur de l'entreprise Renault, donc, qui a fait une histoire depuis le 19e siècle. Et on voit bien que constamment, on a cette tension, ce balancier entre stratégique et accompagnement. Moi, ce que je reproche aujourd'hui au point de vue stratégique, c'est que les gens sont super contents, j'appartiens à un comité stratégique. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont coincés. C'est-à-dire que dès qu'il y a besoin d'accompagnement des identités professionnelles, ils n'osent le faire, au sens neuchâtelois du terme. Ils n'ont pas le droit. C'est mal vu. Ok, donc ça, j'ai quand même des copains de mon âge qui sont encore des RH, on peut discuter un peu sans avoir peur les uns des autres. Je voudrais conclure en espérant avoir respecté à peu près le temps qui m'a été donné, oui, sur l'idée que sur quoi on travaille, et on travaille, c'était la discussion, on avait commencé une table ronde tout à l'heure, dans un coin, et la table ronde, donc la table ronde que nous avions, c'était de dire oui, mais comment l'assistant social
Et nous, notre réflexion qui commence, on va organiser un colloque d'académiques et on espère aussi de praticiens l'année prochaine avec des institutions, on est dans un groupe avec des institutions belges, françaises et canadiennes sur la question des partenaires RH. Qui sont les partenaires RH? Et dans ces partenaires RH, et c'est ça un peu le critère sur lequel on a commencé à réfléchir, c'est de dire, mais en fait, qui est expert